Mr. Secretary General, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici aujourd'hui. Le bureau politique de la CRPM, de la Conférence des régions périphériques maritimes, exprimera le 21 janvier prochain, au nom de l'ensemble de ses membres, sa réponse au livre vert proposé par la Commission. Nous y avons invité votre rapporteur et celui du Comité des régions pour participer à cette discussion. Je tiens à dire tout de suite que nous adhérons pour une large part au projet de rapport préparé par votre rapporteur, par Lambert van Nistelrooij. Et compte tenu de ce qu'ont dit M. Falloudi et M. Melby, je voudrais simplement ici souligner quelques points concernant le débat sur la cohésion territoriale. D'abord sur la définition. Il en faut sûrement une, mais qu'elle ne soit pas trop précise. Un historien français, Fernand Braudel, disait à propos du concept d'économie monde, il est suffisamment élastique pour qu'on puisse l'habiter et en faire quelque chose. Et je ne souhaiterais pas qu'on enferme la cohésion territoriale dans une définition qui rende ensuite l'invention de l'action très difficile. Pour nous, en tout cas, c'est sûrement une dynamique d'équité et de solidarité entre les territoires, avec des mécanismes qui accompagnent cette solidarité aux différentes échelles, européennes, nationales, régionales et locales, tant d'un point de vue législatif, budgétaire que fiscal. Et donc c'est bien particulier. Deuxièmement, je crois ce qu'il faut mesurer, à supposer que le traité de Lisbonne soit adopté, c'est le bouleversement qu'introduira dans le droit primaire de l'Union le concept de la présence de l'exigence de cohésion territoriale. Un bouleversement pour les politiques européennes et pour les politiques des États membres. Car ceci, si on veut être fidèle à une exigence de cohésion territoriale, demandera un screening des politiques à impact territorial. Je pense à l'agriculture, à la recherche, au transport, à la mer, aux aides d'État à finalité régionale, aux politiques d'emploi et de formation, etc. Il devrait se traduire aussi par nécessairement un dispositif de travail intersectoriel. La cohésion territoriale n'est pas l'affaire de la seule DG Régio ou des seuls ministères du développement régional. Si je me réfère à la façon dont est née la politique européenne maritime intégrée, elle a pris un bon départ parce qu'elle est devenue l'affaire du collège des commissaires tout entier et que ceci a conduit les différents ministères, les différents commissaires sectoriels à faire rentrer leurs approches dans le cadre d'une conception globale de la mer. Si la cohésion territoriale est l'endroit primaire de l'Union, il devrait y avoir une approche similaire. Troisième point, c'est forcément une approche de gouvernance multiniveau, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Europe jusqu'au local. Et ceci suppose, je dirais, le franchissement d'une nouvelle étape des mécanismes de la gouvernance. Le livre vert dit encore que, éventuellement, les États pourraient associer les autorités régionales et locales. Pourquoi ce éventuellement dans un cas qui concerne tant les responsabilités publiques, territoriales aux différents échelons? Pourquoi pas aller jusqu'à proposer par le Parlement une charte de la gouvernance multiniveau qui fasse franchir un cap un peu plus décisif par rapport à ce qui a été mis en place depuis 20 ans dans la politique régionale. Ce n'est qu'avec ces préalables qu'on pourra alors préciser comment les fonds structurels, comment la politique régionale, comment la politique de cohésion, la coopération territoriale, la politique de voisinage, les spécificités des territoires à handicap géographique, comment l'ensemble de ces éléments apporteront aussi et sûrement de manière importante leur contribution à une ambition politique partagée de cohésion territoriale. Et non pas comme l'instrument de replâtrage de politiques qui, elles, n'en tiendraient pas compte et qu'il faudrait ensuite corriger. Évidemment, cette ambition fait référence à la spécificité du modèle d'organisation de l'État de l'Union du point de vue historique. L'aventure de l'Europe, contrairement aux autres continents, et c'est ce qui a fait son succès dans les premières mondialisations, ça a été les pactes qui ont été passés entre les dirigeants centraux des États en voie de naissance et de leurs autorités locales, ne serait-ce que pour pouvoir lever l'impôt et financer les aventures et les ambitions extérieures. C'est au même enjeu que nous sommes confrontés aujourd'hui
à l'échelle européenne. Si on veut aller jusqu'à de la mise en œuvre opérationnelle, il faudrait aller, nous semble-t-il, et nous le proposerons, jusqu'à un pacte territorial qui associe les institutions communautaires, les États membres, les autorités régionales et locales, et ceci sur la base de la bonne pratique qui a été initiée depuis 20 ans par la politique régionale de ce contrat européen, inscrivant toute stratégie régionale territoriale entre les priorités européennes et mondiales d'un côté, et puis la capacité de produire un projet stratégique à l'échelle territoriale, et donc de croiser du bottom-up et du top-down pour arriver à des bonnes réponses face aux défis de la mondialisation et de la globalisation. Je ne vous cacherai pas ma surprise, c'est une petite insertion, quand j'ai entendu le 12 novembre dernier au séminaire sur l'avenir du budget, la commissaire chargée du budget classer cet acquis, dans les politiques vieillottes dont il faudrait se débarrasser pour faire place à des politiques nouvelles. Je crois comprendre que l'école de Chicago a connu quelques difficultés ces derniers mois à travers la crise que nous connaissons, et que peut-être on peut non seulement épouser les thèses de la macroéconomie libérale, mais tenir compte aussi d'une approche par les capacités d'invention et de création des territoires. Je voudrais probablement terminer, si vous le permettez, en insistant à nouveau sur cette nouvelle étape d'une gouvernance. Le livre vert sur la cohésion territoriale porte en sous-titre « Faire de notre diversité une force ». Et je me demande si nous avons vraiment le choix, compte tenu de ce qu'est cette extrême diversité, qu'elle soit géographique, qu'elle soit démographique, institutionnelle, politique ou humaine. Et de ce point de vue-là, indiscutablement, l'une des grandes faiblesses du livre vert tel qu'il est réside dans l'absence de prise en compte, d'analyse de la variété des systèmes institutionnels dépendant de nos États, dans lesquels pourrait être pris en charge une politique de cohésion territoriale. Et quels seraient les mécanismes de gouvernance qui permettraient de le faire dans le cadre de cette variété. Depuis le paquet de Lorrain, on a su inventer pour mettre en œuvre la cohésion économique et sociale, si vous me le permettez, ce que j'appellerais un bricolage institutionnel, c'est-à-dire qu'on est passé par un contrat entre l'Union européenne et ses territoires, et ceci évidemment doit servir de base demain à une politique de cohésion territoriale avec une étape plus ambitieuse dans ce domaine. Nous rêvons, si vous me permettez, de deux choses. C'est que d'une part, on fasse suite à ce que l'économiste américain M. Rifkin appelait il y a 5 ans le rêve européen, en disant qu'à travers ces innovations de gouvernance, l'Europe avait mis en route un modèle post-national correspondant tout à fait aux besoins du XXIe siècle, et que, d'autre part, on puisse faire de cette diversité une force, comme probablement l'une des meilleures forces pour répondre à la globalisation, et peut-être même en ces moments de crise. Merci. Oui, merci, Monsieur le secrétaire.